Bonjour à tous et toutes. Je suis Thibaut Janczewski, du coup je suis directeur médical du 190. Je suis très très content d'être là aujourd'hui et de cet événement. Je suis très content d'avoir repris la direction aussi de ce centre après Michel. Et comme dit Hazel, c'est un gros challenge. Euh, et du coup, j'invite sur cette table ronde communautaire les différents intervenants. Catherine Aumont, qui est présidente du 190 que vous avez vu ce matin, et administratrice à AIDE. France Lert, qui est l'ancienne directrice de recherche à l'INSERM, qui nous a toujours soutenus et qui a fait un travail aussi au 190 dont on va parler. Alexandre Routilleux, qui est psychologue et membre de l'équipe de Botiec, et Joseph Situ, qui est responsable mobilisation des personnes migrantes à AIDE. Je vous en prie, venez me rejoindre sur scène. Password, ne? Ja, Sam. Donc, parler du communautaire pour nous, c'était très important parce qu'en fait, c'est un sujet qui est pas toujours bien compris ou en tout cas qui a des définitions multiples aussi. Voilà, chacun a un peu sa perception du communautaire en fonction des institutions, du soin, des soignants, de l'associatif et nous, on est au 190. Enfin, pour nous, ça a toujours été une question centrale et on est à l'intersection de plusieurs choses. Justement, on est une association, on est des soignants euh, et, euh, et ça a pu créer des tensions, ce mot-là. Enfin, ça le pose encore aujourd'hui, justement, rien que sur la question des centres de santé sexuelle d'approche communautaire qui ne seront plus d'approche communautaire, mais qui seront de médiation en santé sexuelle. Donc, c'est un mot qui peut fâcher un peu ou qui peut difficilement passer politiquement. Aussi, je pense, parce qu'il est mal défini et qu'en fait, chacun y comprend ce qu'il veut. Euh, Notamment via la notion de communautarisme qui peut vraiment dégrader la question du communautaire alors que c'est quelque chose d'au contraire très intéressant. Et du coup, pour commencer, je vais passer la parole à France Lert, qui a travaillé du coup sur un rapport pour le 190 en 2012. Euh, donc voilà, je vais te demander de nous présenter un petit peu le but de ce travail, quelles en ont été ses conclusions, et puis finalement pour toi, qu'est-ce que c'est la place du communautaire au 190? Bonjour à tous, merci Thibaut de m'avoir demandé de participer. Alors moi je vais vous ramener à l'adolescence du 190 puisque l'étude dont il est question a été faite en 2013 sur l'activité de l'année, enfin en partie en 2013 et en partie sur les données de l'année 2012. Donc vous voyez, il était adolescent le 190 à ce moment-là. Et malheureusement, je risque de vous dire des choses que vous venez d'entendre sous une forme un petit peu différente. Et je m'en excuse d'avance, mais je suis obligée de coller à ce que j'ai préparé, sinon je vais me perdre. Donc, je rappelle quand même, donc l'étude que j'ai faite à la demande de Michel, elle témoigne aussi toujours de la volonté du 190 et de Michel en particulier, de montrer ce qu'on fait, de démontrer ce qu'on est en train de faire, ce que, même quantitativement, puisque notre étude était épidémiologique, mais on a fait aussi Soraya, qui est médecin, avait fait une observation des consultations infirmières et médicales. Et moi, j'ai fait des entretiens avec les usagers du 190. Ce que je voudrais revenir sur cette période dans laquelle le 190 est mis en place, c'est une période de changement de paradigme majeur. Les traitements sont devenus plus efficaces, mais on les commence quand même très tard, ce qui laisse les gens quand même dans une situation difficile. Être séropositif avec une maladie très sévère et pas de traitement, c'est vrai qu'à l'époque, dans les pays du Sud, on commençait à 200 CD4, à 350 en France, 500 un peu après, mais c'est une période qui est difficile. Est arrivé Test and Treat en 2008 avec les grandes modélisations de l'OMS, mais on met l'accent surtout sur le test, en fait, plus que sur le treat.
Et TASP a débarqué en 2008. Alors là, ça soulève une levée de boucliers conservatrice, hein, et évidemment, et qui vient à l'encontre des gays. Et est-ce qu'ils vont accepter de se traiter? Est-ce qu'ils vont être assez altruistes pour se traiter, pour protéger les autres? Bon, parce que les gays ne seraient pas altruistes. On voit aussi fleurir, parce que c'était le TASP a été au centre de la conférence de l'IAS à Vienne en 2010. Alors, on présente des études sur l'optimisme thérapeutique, hein. On sort quand même d'une situation absolument tragique, mais les gays sont trop optimistes et donc ils prennent des risques. Donc ça, c'est une autre ambiance de cette période. Et puis, il y a quand même une intelligentsia tout à fait honorable d'ailleurs du champ du VIH et de la santé sexuelle qui est pas du tout satisfaite du TASP. Et je vous cite un article, un éditorial de AIDS, un extrait, hein, je vous rassure, parce qu'il fait quand même 2 pages. Un investissement augmenté pour le traitement est bienvenu, mais il est profondément gênant que la prévention reste sous-financée quand les budgets de traitement explosent. Les dangers de la remédicalisation ne sont nulle part plus clairs que dans le cas de TASP, qui est claironné comme un game changer et un changement de paradigme dans la lutte contre le VIH. Et tout l'éditorial est de la même eau. C'est donc dans ce contexte qu'a tout à l'heure retracé d'ailleurs Michel, que le 190 débarque avec son projet qui est de faire de la prévention par le soin. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, mais je ne l'ai pas inventé. Donc, il y a d'abord son logo, donc cette croix qui pose d'emblée, enfin, je ne sais pas si elle existe encore dans le logo du 190, non, elle n'existe plus? Non, mais c'était quand même une bonne chose à l'époque. Comment? Il y a le poster au fond. Ah ben, j'ai pas vu, moi je vois rien d'ici. Donc, il y a la croix, donc c'est de la médecine, c'est rose, hein, donc c'est pour les gays, et ils soignent tous les HSH. Et tout à l'heure, Michel a beaucoup insisté, et les uns et les autres, vous avez beaucoup insisté là-dessus, des séropositifs et des séronégatifs. Et je pense que le sida ou le VIH, comme on veut, enfin surtout le sida, a touché vraiment cruellement tous les hommes qui sont nés dans la deuxième moitié du XXe siècle, hein, et même encore aujourd'hui. Parce qu'on peut être atteint soi-même, mais à travers ses proches, à travers les gens qu'on a perdus, à travers les gens qu'on a aimés, toute la communauté est touchée. Et donc, c'est bien sûr pour des raisons médicales et préventives et pour la sexualité, pour la santé mentale que c'est important, mais le VIH, il est au cœur de l'expérience des homosexuels et je pense qu'il le reste encore aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas trop, mais je pense que oui, il est encore très présent parce que aussi, le VIH, ce sont toutes les personnes qui vivent avec le VIH depuis 20 ans, 30 ans, 35 ans et qui vont vivre encore, pour ceux qui sont les plus jeunes, 40 ans avec. Enfin, en tout cas, on l'espère. Donc, le VIH est au cœur de la vie de la communauté. Médicaliser la prévention, les IST sont tout à l'heure, c'était amusant quand Michel en a parlé. À l'époque, elles sont considérées au mieux sans gravité ou bien surtout un signe d'écart de conduite par rapport à la prévention. Donc, on s'en fout un peu. Et donc, mettre les IST au cœur du projet, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau et qui est lié à la communauté. Et pourquoi sexuel et communautaire? C'est un centre de santé sexuelle gay. Et je voudrais quand même... la sexualité, elle fait partie plus que dans la sexualité entre hommes ou entre personnes de même sexe, ou l'identité trans, mais c'est assez différent. Elle est au cœur de l'identité. Et Michael Pollack a écrit à la fin des années 80, dans son article sur le bonheur qui s'appelle « Le bonheur dans le ghetto », les institutions dans la vie sexuelle des gays, ce sont les bars, les saunas, les restos, les parcs, les lieux de drague, pour entrer dans les échanges sexuels. Alors que pour la majorité hétérosexuelle, l'institution, c'est plutôt le couple ou la famille. Philippe Adam, qui a animé les enquêtes sexualité après... France, est-ce que je peux vous demander de bien mettre le micro? C'est moi qui parle. Enlevez un peu votre micro, sinon on vous entend pas bien. Il était trop bas, justement. Ah, d'accord. Voilà, merci. Moi, j'entends que moi. Donc, Philippe Adam, lui, conteste un petit peu ça 10 ans plus tard en disant que l'acceptation croissante de l'homosexualité
permet que le bonheur se vive dans le couple. Et donc, on passe du ghetto, du ghetto gay au ghetto domestique. Bon, j'ai quand même quelques doutes, hein, vu la situation qui a perduré depuis. Alors maintenant, je vais revenir à cette enquête de 2013 parce que c'est ce qui m'a été demandé par Thibaut et par l'équipe qui a bien préparé cette session. Et donc, qu'est-ce qu'on a on trouvait on a fait une étude vraiment quantitative, hein, sur la base du système d'information, sur la base du système d'information qui était très riche, mais très difficile à manipuler. Enfin, je le plains surtout les gens du 190 qui devaient l'utiliser à l'époque. On y trouve donc des hommes séropositifs, on trouve 90% de HSH. En termes d'activité, cependant, ils représentent une part plus importante de séropositifs. 90% de HSH, à peu près 30% de séropositifs, mais qui prennent beaucoup plus de temps parce qu'ils ont beaucoup plus de besoins de soins de tous ordres. Parmi les séropositifs, et ces séropositifs, ils sont venus au 190 pour échapper à l'atmosphère bureaucratique et anxiogène de l'hôpital et trouver aussi à la fois la réponse du traitement et la réponse en santé sexuelle. Et ils en apprécient évidemment toute la différence avec l'accueil en milieu hospitalier. Mais ce qui est le plus important, alors je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais à l'époque, ça s'appelle le check-up sexuel. Je ne sais pas si ça existe encore. Non, ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, c'était l'offre. Le CUS, hein, ou le Q, je ne sais pas comment on dit. C'était un dépistage complet et multisite des IST tous les 6 mois. Et effectivement, ça a très bien pris, puisque dans l'activité du 190 en 2012, puisqu'on a étudié l'année 2012, les 2 tiers des gays ont fait un CUS, hein, et un tiers d'entre eux en ont fait 2 en peu de temps. Donc, ça correspondait véritablement à un besoin. Vous avez insisté, et la table ronde précédente, et Michel également, tout à fait au début de la journée, ont insisté sur l'équipe pluriprofessionnelle pour répondre à l'ensemble des besoins. Bon, je ne vous les énumère pas, vous les connaissez, médecins spécialisés, addictologues, psychiatres, psychologues, sexologues, infirmiers. Et les usagers savent qu'ils peuvent y recevoir tous les soins dont ils ont besoin. Et je regarde Marc et la consultation infirmière, en fait, pas, je t'appelle ça une consultation, mais le temps infirmier, en tout cas, est très valorisé dans les entretiens qui sont faits avec les usagers que j'ai rencontrés. Et effectivement, ce qui a été problématique au regard de la pratique communautaire, c'est de ne pas utiliser, j'excuse du mot, mais j'arrive pas à trouver utiliser le conseil par les pairs. Mais je crois que la façon dont le soin est, enfin, ce que j'ai compris des entretiens avec les usagers et aussi avec les membres de l'équipe, c'est que dans la mesure où on est en santé sexuelle et où la consultation porte sur des échanges sur la pratique sexuelle et ses risques, il est très difficile de dissocier dans la pratique du 190 le dialogue sur la pratique, le dialogue sur les risques et les dialogues sur les solutions, et dans l'observation qu'avait fait Soraya des consultations, le préservatif est pratiquement pas évoqué, alors qu'ailleurs, c'est quand même le dogme. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important, et les usagers, dans les entretiens, c'est moi qui les ai faits, donc, mais heureusement, j'ai retrouvé le rapport, donc je me suis remémoré ce qu'ils ont dit. C'était extrêmement clair dans les entretiens. Parler librement, parler sans honte, ne pas être traité comme un dépravé, qui a été l'expérience d'un certain nombre d'entre eux, en finir avec les histoires de honte, et reconnaître d'avoir en face de soi des médecins homosexuels, ça donne un sentiment de confiance et de confort. Et cette confiance et ce confort,
c'est une compétence, c'est reconnu comme une compétence. C'est ça qui aussi est mis en avant dans les entretiens avec les usagers du centre. Et ça a été dit à plusieurs reprises aussi à travers la participation à la recherche, qui dès cette époque est importante. Enfin, l'étude partenaire, ça date de cette période. C'est participer à la recherche. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été faites ensuite, mais c'est aussi un observatoire des pratiques parce que dans l'entretien sur les pratiques, l'équipe apprend et l'usager apprend. Et c'est là, notamment, je pense que, il me semble que c'est ce qu'a dit Michel dans le passé, parce que c'est un peu vieux tout ça pour moi. Le slam, par exemple, a été vraiment mis en évidence, apporté dans le débat de la communauté médicale et gay par le 190. Donc, alors, est-ce que les gens cherchent à venir dans un centre communautaire? La plupart, parce que j'avais posé cette question, est-ce que vous venez parce que c'est des gays, quoi? En fait, il y a toujours cette figure du ghetto qui s'impose, alors qu'on oublie toujours que le ghetto, c'est les autres qui vous y mettent, c'est pas vous qui le cherchez. Mais elle est présente et les gens disent non, on vient pas parce que c'est communautaire, on vient pas parce qu'on veut être entre gays, mais on vient parce qu'on a trouvé une compétence là. Donc, vous m'avez demandé, c'est quoi pour toi la place du communautaire? C'est ça la question que je... Pardon. C'est un centre de santé, c'est une réponse adaptée, c'est la centralité de la sexualité dans la vie des personnes, une équipe qui en partage les conditions d'existence, qui exerce une médecine engagée, une médecine au sens large, hein, j'entends, avec des réponses multiples et novatrices, qui a une compétence spécifique et qui est reconnue, et un lieu, comme vous l'avez souligné les uns et les autres, dans lesquels on est accueilli. On est accueilli par un lieu, on est accueilli par une équipe. Pardon, mais j'ai fini. Et je suis très contente que, je m'excuse, je connais pas mais j'ai pas retenu le prénom de la personne qui a animé la table ronde précédente, Adèle. Et moi, j'avais conclu en disant, eh bien, comme on nous confronte toujours à l'universalisme, c'est bien la réponse bien connue en théorie des inégalités d'universalisme proportionné. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, France, pour tout ce savoir. Euh, Justement, quand on a construit la table ronde, et c'est ce que tu as dit au travers de cette étude, il y a 3 angles du communautaire au 190 qui ont émergé dans nos discussions. Il y a la question du fait d'être concerné, avec tout ce que peut vouloir dire être concerné. Le fait de prendre soin d'une population aux besoins spécifiques. Et puis la question de la posture du soignant, qui là est en fait plus générale et devrait aussi être plus universelle, mais d'écoute, de co-construction du soin et de prise de décision partagée. Là-dessus, Catherine, tu es présidente du 190 et militante à AIDE depuis très longtemps. Et on voit qu'à AIDE, comme au 190, il n'y a pas que des personnes touchées dans leurs expériences personnelles. Et pourtant, elles sont partie intégrante du dispositif communautaire. Et du coup, la question qui se pose derrière ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire être une personne concernée dans le communautaire? France l'a un petit peu déjà abordé. Être une personne concernée, c'est effectivement, pour certaines, vivre avec le VIH, mais c'est aussi vivre avec des prises de risques, avec tout ce qu'on est, mais aussi, et France l'a bien dit, avec les proches, avec les personnes qu'on aime, avec ses proches professionnels, tous les réseaux. Et donc, c'est pas, c'est la personne elle-même qui dit je suis concernée. Il suffit pas pour être compétent, il suffit pas d'être touché, il suffit de se sentir concerné. Et la définition, elle est probablement un peu complexe parce qu'elle appartient à chacun de nous.
de se dire, est-ce que moi, je me sens concernée par les problématiques alors, je peux être gay, je peux être une femme, mais me sentir concernée. C'est quelque chose de l'intime aussi qu'on va partager, de se sentir concerné par une problématique que les autres rencontrent. À Aide, et tu en as parlé un peu dans le discours d'introduction, il y a une notion qui est celle de démarche communautaire. Et au 190, on parle plus de soins communautaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence entre les deux? Donc, le soin communautaire, du coup, ça a déjà été beaucoup dit sur la place des soignants et leur posture et de leur proximité parce qu'ils sont gays, parce qu'ils se sentent concernés. Voilà. Après, je disais dans mon discours d'ouverture que nous, on gagnerait à aide et dans les spots et les CSAC qu'on met en place et qu'on a déjà expérimenté, d'aller plus loin sur le soin communautaire. Je pense que nous, on a à réfléchir là-dessus. Et avant de parler de la démarche communautaire, j'aimerais bien, cette notion de ne pas séparer soins et prévention, pour moi, c'est quelque chose de fort. Et le système français sépare la prévention et les soins. Et c'est toujours compliqué. On le voit là dans les CORES, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Moi, je m'en occupe beaucoup. Dans les Corévies, on était chapeautés par DGS et DGOS. Et ça leur posait beaucoup de soucis de mettre ensemble la prévention et le soin. Ils ont tranché. Dans les CORES, il n'y a plus que la DGS. Donc, comme si le soin sortait. Et je pense qu'on aurait... l'exemple du 190, pour moi, est très parlant. Il y a un moment, on est dans une dynamique de prévention et la prévention est en plus médicalisée. Un jour, on se retrouve séropositif et du coup, on ne pourrait plus avoir ni le même centre de soins. C'est complètement délirant. Mais le système tel qu'il est construit en France est compliqué à passer. Par exemple, dans les CSAC, il n'est pas possible de prendre en charge des personnes séropositives. Donc, ça va être probablement un de nos chevaux de bataille pour que les choses avancent. Sur la démarche communautaire, le principe de la démarche communautaire, c'est d'associer les personnes concernées, pour le coup, à toutes les étapes de la résolution d'une problématique. La définition telle que à Aide, on peut en dire, c'est que les personnes concernées par une problématique, et en démarche communautaire en santé, on est sur de la santé, se réfléchissent ensemble à problématiser ce qui les concerne en termes de santé et de chercher des solutions, voire après de les mettre en œuvre et de les évaluer. Pour le coup, sur le 190, que moi j'ai commencé à comprendre en venant travailler avec l'équipe et en commençant à vous rencontrer, c'est que cette place des personnes, je pense qu'elle est moins forte. Elle est complètement respectée et je pense qu'on aurait... ce que je commençais à proposer à Thibaut peut-être, c'est peut-être d'expérimenter comme ça peut être dans les centres, les CARUD par exemple, ce qu'on appelle des CDU, c'est-à-dire de donner de la place aux usagers sur comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter. Voilà, ça serait une façon d'associer les usagers du centre 290 qui sont présents. Ils sont déjà dans le conseil d'administration. Mais au conseil d'administration, on ne va pas aller regarder le fonctionnement. Et voilà. Donc, je pense qu'on pourrait amener un petit plus qui pourrait être expérimenté et qui donnerait une autre dimension, en tous les cas, à regarder. Merci. Alexandrou, qui est du coup psychologue au 190.
justement, cette parole des usagers, comment elle se concrétise dans les consultations, comment elle peut être portée par les soignants, qu'est-ce que ça veut dire le communautaire dans la psychothérapie? Et puis, sur les deux autres aspects qu'on a abordés, qu'est-ce que c'est, pareil, la question de la compétence et le fait d'être concerné dans ton métier de psychologue? Bonjour. Alors, je pense quand on parle de psychothérapie, on parle toujours de relation thérapeutique, qui est, voilà, il y a plein d'études qui le montrent, mais ça paraît une évidence, c'est la chose, au-delà des différentes écoles de psychothérapie, d'écoles de pensée, c'est la chose principale qui fonctionne ou qui est obligatoire pour que quelque chose se passe dans la psychothérapie. Et cette relation thérapeutique, elle fonctionne à travers des mécanismes de transfert. C'est-à-dire de rencontres. Il y a une rencontre qui se passe, ce qui est le propre aussi de consultation médicale d'ailleurs, même si on ne le pense pas tout à fait de la même manière. Et ça, on peut le voir au 190. Pour moi, le communautaire dans la psychothérapie, moi je suis au 190 parce que je suis gay. Très clairement, c'est pour ça que j'ai postulé, c'est pour ça que je me suis engagé là-dedans. Je pense pas qu'il est nécessaire forcément d'être gay pour se sentir concerné, justement. Mais c'est une question d'affinité, de sensibilité, d'un accueil qui est sensible à ces questions-là minoritaires, mineures, si on veut dire. Et surtout, je pense que ce n'est pas la question de j'ai vécu ça, je connais. Ce qui peut être reproché, c'est d'ailleurs un truc que je pense on déteste tous. On a toujours entendu, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre. Tu es trop jeune, tu ne peux pas comprendre. Je pense en psycho, peut-être on a moins du mal à employer ces termes de communautaire aussi parce que, en vrai, on sait qu'on ne peut pas réellement comprendre ce que l'autre vit. Même s'il y a des choses un peu similaires, même si on peut se projeter, on peut accueillir, on peut essayer d'entendre, on ne peut jamais vraiment savoir. Et pour moi, le communautaire, ça joue là-dedans. D'ailleurs, je travaille en tant que psychologue communautaire au Canada. Je travaille aussi justement dans l'équipe Bocek, qui est une équipe de psychologues bilingues. Donc, on travaille avec des migrants précaires. Moi, je suis roumain. Et là, le communautaire se déploie différemment, mais pour moi, un peu dans la même optique. Donc, la langue, le vécu, l'historique de chacun d'entre nous devient un outil de travail qui peut permettre une relation thérapeutique, qui peut permettre aux choses d'avancer. Ce qui ne veut pas dire que je suis le sachant qui explique à la personne ce qu'il faut faire parce que moi, je l'ai vécu. Voilà, pour moi, c'est ça le communautaire dans mon psycho. Merci beaucoup. Il y a un autre aspect dans le groupe de travail qu'on a fait en amont, qui était que justement, peut-être que sur les différents enjeux de santé, le communautaire pourrait se présenter différemment. Michel a dit, dans l'histoire du 190, il y a eu des accompagnateurs sur les questions VIH et ST, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Aussi, possiblement parce que c'était assez redondant finalement avec ce que le travail justement des médecins, des infirmiers. Mais on voit au cours de l'histoire du centre que sur le chemsex, c'est une question qui émerge différemment. Justement, on travaille à l'antenne avec le spot et au spot, c'est des accompagnateurs sur le parcours d'accompagnement renforcé communautaire. Et on voit là que c'est très complémentaire, que les discussions qu'on a sont très riches, que les usagers de soins aussi nous retournent des choses très positives. Et il y a un autre aspect encore qui est celui des personnes nées à l'étranger, qui est une population cible très importante et qu'on voit grandir dans notre file active. Et jusqu'en 2023, sur les chiffres qu'on a, c'était 27% de notre file active. Ouais, il y a des enjeux d'intersection ici, de culturels potentiellement. Est-ce que Joseph Situ, qui est responsable mobilisation des personnes migrantes, quels enjeux pose cette intersection pour toi? Comment on travaille avec des HSH migrants? Alors, le problème qui se pose, moi, me ramène un peu au début de l'épidémie dans les années 80-90, où la question des migrants était déjà une problématique pour la santé publique, déjà en France, et même pour les associations. Moi, j'ai le souvenir, quand je pousse la porte de aide en 96, donc au siècle dernier, je suis confronté à une définition d'une communauté qui est celle de personnes concernées, donc, au-delà de l'orientation. Et très vite, je comprends quand on parle de l'épidémie homosexuelle, donc on parle des Blancs,
Et quand on parle de migrants, c'est une épidémie qui est vue comme une épidémie forcément hétérosexuelle. Donc, c'est un peu biaisé. Et donc, il va y avoir finalement un angle mort sur les populations migrantes ACSH. Et même dans Aide, ça va évoluer. Moi, j'ai le souvenir, en 2007, des collègues qui rentraient d'Afrique et qui revenaient un peu ébahis. Ah, effectivement, on a découvert les homosexuels en Afrique ou des lesbiennes. Donc, c'était une nouvelle donnée. Et moi, je me rappelle quand j'avais eu la mission à l'époque, donc j'ai passé salarié pour créer le réseau des associations africaines et caribéennes. Très vite, on a pris la décision d'intégrer 2 structures ACSH, donc des personnes nées en Afrique subsaharienne, et des ACSH qui se définissaient comme des afro-descendants, donc des Antillais ou des personnes nées tout simplement en France, avec 2 volets, un volet beaucoup plus porté sur le portage politique du plaidoyer et un volet sur de la prévention, parce qu'il y avait une forte épidémie qui commençait vraiment à poindre du côté de personnes d'origine africaine. Et même par rapport à l'épidémiologie qui était présentée, je pense jusqu'aux années 2017, la part du camembert qui pointait les personnes ACSH nées à l'étranger n'existait pas. Ça a été aussi un travail de plaidoyer qui était fait pour qu'on puisse avoir effectivement une visibilité sur cette population-là. Donc du coup, ça pose à la fois le problème, pas forcément de l'identification pour les personnes qui viennent au SAC 90, d'être dans un environnement plutôt sécurisant, parce qu'on parle, ça traite le VIH, mais aussi avec un aspect communautaire, mais ça pose finalement donc des questions qui sont sous-jacentes autour des enjeux politiques, ethniques et culturels. Et ce sont des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. C'est aussi finalement une question générationnelle, parce que moi je vois aussi dans les profils qu'on a à Aide au jour d'aujourd'hui, il y a des similarités avec le public que vous pouvez avoir au SAC 90 et les publics que nous on accompagne. Je prends plutôt l'exemple de Marseille où c'est beaucoup plus parlant. On a un spot qui est à la fois Cégide, centre de santé, donc on a la possibilité d'offrir finalement la même demande qu'on peut avoir au SAC 90, et avec la montée de la sollicitation de problématiques liées à la prise en charge psy, où très vite parfois on oriente vers la psychiatrie. Rien que l'année dernière, sur des personnes qu'on avait plus ou moins orientées vers une prise en charge psy, il y a quand même 3 personnes qui sont passées par une phase d'hospitalisation, donc d'internement, donc qui montre aussi l'impact de tout un volet de difficultés que rencontrent ces personnes, dont la réponse n'est pas forcément la prise en charge thérapeutique. À partir du moment où on laisse au repos, effectivement, il y a un traitement qui est mis en place, donc les gens sont plus ou moins satisfaits. Mais il y a des questions qui restent suspendues, qui sont d'ordre plutôt social. De l'arrivée, les gens ne décollent pas aujourd'hui de Bamako ou de Dakar pour atterrir à Paris les soirs. C'est des voyages qui se font sur des mois, sur des années. Et c'est des gens qu'on voit dans les médias qui échouent à l'Atlantique, et ceux qui arrivent ici très mal avec eux, de difficultés, des problématiques, parfois qu'ils n'ont pas envie d'aborder, même en consultation psy, parce que ça réveille de vieux souvenirs, de mauvais souvenirs, mais c'est aussi une question de temporalité. Quand est-ce que cette parole-là pourrait se poser? Donc, ce n'est pas le souci immédiat de la personne, d'une. Et parfois, on peut évoquer des perdus de vue de ce public-là, mais quand on arrive et qu'on n'a pas réglé les problèmes d'hébergement, les problèmes administratifs, les problèmes sociaux, le traitement n'est pas forcément mis à part, mais les gens peuvent bouger du jour au lendemain parce qu'il est peut-être débouté dans sa demande d'asile. Et si la solution se trouve dans le Hauts-de-France, la personne s'en va dans le Hauts-de-France sans forcément vous avertir que moi je bouge. Cela ne veut pas dire qu'il va abandonner son traitement ou tout ce qu'il a mis en place, mais il part pour trouver un environnement beaucoup plus accueillant. Il va reprendre son soin là-bas sans pour autant non plus raconter encore une énième fois son parcours, par où il est passé. Donc c'est des questions, moi je pense, qui se posent au niveau du 190, à la fois sur la médiation en santé, mais qui intègrent peut-être aussi les aspects socioculturels à prendre en compte, mais aussi une vigilance sur tout ce qui est l'ordre de l'interprétariat. Moi je vois par exemple à Marseille,
On a une file active de personnes aujourd'hui qui sont plus anglophones. Donc, trouver un psy de dispo qui va mettre en place dans ces entretiens, ce n'est pas toujours évident. Donc, ça pose aussi des questions de langue. Donc, c'est aussi donc des enjeux qu'on doit prendre en compte au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait vraiment un lien entre les difficultés qu'on pouvait voir dans les passés qui touchaient beaucoup plus les femmes migrantes, mais les hommes assez sages qui arrivent au jour d'aujourd'hui rencontrent le même problématique qui le font basculer parfois dans le travail du sexe, qui n'est pas forcément quelque chose qui était pensé pour la personne, mais qui s'impose à lui parce qu'il est en difficulté. Donc, ils vont trimballer à la fois des traumas qui sont des violences qui proviennent du pays d'origine, avec l'homophobie qui est ambiante dans ces pays, et parfois des violences aussi de pays de transit, mais aussi des violences de pays d'accueil. Les politiques représentées en France en matière de migrants créent aussi ce qu'on appelle de mots d'exil chez nos amis du COMED, par exemple. Hein. Donc, c'est aussi des violences, mais des violences pas forcément d'ordre institutionnel, mais aussi des violences dans les relations interpersonnelles, qui font partie aussi de faire des témoignages que moi, j'ai des collègues qui sont sur le terrain du côté de Marseille, où on accueille beaucoup ce public-là, mais aussi de témoignages que j'ai de la part d'Afrique Arc-en-Ciel sur Paris, qu'on héberge dans nos locaux à Pantin, où des jeunes qui arrivent, parfois vont préférer rester dans un environnement entre Africains qui sert un peu de cocon avant de basculer dans la grande communauté, parce qu'ils ont réussi à trouver de repères. Donc parfois, je pense que les personnes qui vont pousser la porte des 190, c'est des personnes qui sont déjà peut-être intégrées, qui ont évolué, et puis le bouche à l'oreille passe, mais les primo-arrivants sont quand même les personnes les plus fragilisées, les plus en difficulté qu'on peut identifier. Merci beaucoup. On peut passer à quelques questions dans la salle si cette question du communautaire peut faire réagir, notamment je pense au centre de santé sexuelle communautaire, justement, il y en a beaucoup qui sont là et je ne sais pas si c'est des notions qui résonnent chez vous et sur cette décortication de la notion de communautaire. Merci Aurélien Charnet pour le Griffon, donc le CESAC approche communautaire de Lyon. Bon, contrairement à ce que tu as dit, on est un petit peu rassuré, le nom va changer, mais on garde l'approche communautaire comme une des armes principales du centre. Une arme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas sur cette approche-là qui nous permet de capter ce public. Vous le connaissez mieux que moi, cette démarche-là. Non, c'était plutôt sur, finalement, cette approche communautaire. Nous, on l'a déclinée dans le cahier des charges avec des médiateurs communautaires, et on se rend compte que c'est ce qui fonctionne le mieux, puisque ça permet vraiment de pouvoir initier un entretien avec une personne, pouvoir aborder les sujets, pouvoir identifier aussi la stratégie de prise en charge qu'on pourra proposer ensuite à la personne. Et ça me fait rebondir à une intervention précédente par rapport au 190, sur justement l'échec un petit peu de la première implantation de la médiation communautaire. Et j'aimerais plus rebondir sur ça maintenant, aujourd'hui, au 190 et pour les projets futurs. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets ou nouvelles avancées? Sur la question, je sais pas si... Ouais, Alex. Ouais, moi, je voudrais bien dire un mot là-dessus, parce que justement, il y a le 190, mais il y a aussi l'antenne de 190. On travaille avec le spot du coup sur le chemsex, et les choses se déploient assez différemment quand même sur ces questions addicto, santé mentale ou la santé sexuelle, dépistage, VIH. Parce qu'on est pour la plupart, en tout cas, des soignants déjà communautaires. Mais on va à l'antenne, on a eu tous ces débats dans les réunions. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, deux équipes différentes, avec deux chefferies différentes. Alors, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être parfois un peu compliquées. Mais il y a eu pas mal cette idée, d'un côté il y a les soignants, d'un côté il y a les accompagnateurs communautaires. Et je pense qu'on peut s'inspirer un peu pour penser tout ça de la psychothérapie institutionnelle, donc qui a eu l'histoire de la psychiatrie, surtout en France, qui parle de la fonction soignante qui peut changer, où le collectif, le groupe et l'équipe en eux-mêmes ont une fonction soignante,
Et aussi, c'est tout autant le médecin, le psychiatre, que la femme de ménage, que l'infirmier qui peuvent faire cette fonction-là. Tout comme chez nous aussi, je trouve, le communautaire, c'est pas l'apanage que des accompagnateurs, pas l'apanage que des soignants, mais on travaille ensemble. Et je pense que l'antenne et le spot, voilà, cette sorte d'alliance toujours expérimentale, je crois que ça peut être un modèle pour travailler là-dessus, d'une autre manière peut-être. Oui, oui, c'est ça. On travaille vraiment du coup en complémentarité sur la question du chemsex. Après, sur la question santé sexuelle, je sais pas si Michel, tu veux en dire un mot, mais parce que moi, j'étais pas là. Mais globalement, finalement, le fait que les soignants se positionnent comme des soignants communautaires, soient là sur des temps importants, portent le projet de soins tous ensemble, avec justement la parole des usagers en consultation, de pouvoir prendre le temps, toutes ces notions-là, c'est des choses qui font que finalement, il n'y a pas eu de besoin, et comme disait France Lert, finalement, parce que elle, je t'en ai parlé aussi un petit peu, il n'y a pas eu de besoin réel de l'accompagnement qui était fait au travers des différents intervenants du centre, que ce soit les médecins, les infirmiers qui faisaient justement l'éducation thérapeutique, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais dont Marc a un petit peu parlé. Et les secrétaires, justement, qui sont aussi formés sur les questions de santé sexuelle et qui sont parfois eux-mêmes concernés ou ont pu être concernés, ou justement, comme la notion de concerné assez globalement. Donc finalement, le métier d'accompagnateur communautaire sur les questions VIH et ST a jamais vraiment trouvé sa place parce qu'il était diffusé dans toute l'équipe, quoi. Mais par contre, sur les questions de chemsex et sur les questions des personnes nées à l'étranger, c'est des compétences qu'on n'a pas et sur lesquelles qu'on n'a pas, qu'on peut avoir, mais pas forcément de la même manière, et sur lesquelles justement il y a une vraie complémentarité de travail. Ouais. C'est bon. Tu veux rajouter quelque chose, Michel? Merci. Je finis avec un peu tout ce qui a été dit, et notamment sur la définition du communautaire. Moi, j'avais été très marqué à une époque par une définition très simple que m'avait faite Bruno Spire, des gens qui étaient aides, qui m'a dit c'est des personnes séropositives, séroconcernées, séroexposées. C'était la formule qu'il utilisait, et je me suis dit, bah, c'est exactement les soignants du 190. Quand on a ouvert, je crois qu'à peu près 30% de l'équipe vivait avec le VIH. Les autres vivaient avec des gens qui avaient le VIH ou étaient confrontés au VIH. Je ne sais pas quelle est la proportion de l'équipe aujourd'hui qui est sous PrEP, mais certainement un petit peu. Bref, effectivement, tout ça. Et on est un centre quand même qui a vachement recruté dans sa file active. Antoine témoignait de son expérience de personne séropositive ayant été suivie au centre, qui ensuite a été mis derrière un bureau. Je veux dire, on a une bonne partie de l'équipe qui a été recrutée finalement parmi nos usagers. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est totalement inédite et qui en 2010 était alors là archi méga totalement inédite, et qui fait que la rencontre entre des soignants communautaires, concept qui était inconnu à l'époque, des usagers qui, eux, venaient chercher un truc bien précis qui n'existait pas à l'époque, ça a fait que finalement, tel qu'on avait conçu l'intervention du communautaire, ça a pas trouvé son public, probablement parce qu'on l'avait mal conçu à l'époque. Moi, pour ma part, j'ai commencé à former des médiateurs de santé dans le VIH au XXe siècle. Hein, donc je suis pas du tout, je suis plutôt investi là-dedans depuis très très longtemps. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, dans ce contexte-là, on a pensé que ça fonctionnerait, et ça n'a pas fonctionné, probablement parce qu'il y avait toute une série de spécificités qu'on n'avait pas, enfin, de ce qu'allait se passer dans la réalité, qu'on n'avait pas tellement anticipé. Et par rapport à la réaction aussi de nos usagers qui ont été parfois assez en disant, mais enfin, on doit montrer patte blanche avant de voir un professionnel de santé. Mais c'est quoi cette histoire? C'est un peu les retours qu'on a eus. Je voulais juste revenir sur un truc qu'a dit Joseph. Merci Joseph d'avoir, parce que c'est un discours qui m'énerve depuis tellement longtemps sur les perdus de vue, d'avoir rappelé que c'était un peu plus complexe que ça. Les Corévis passaient leur vie à s'interroger sur les enquêtes, sur les perdus de vue, comment on récupère les perdus de vue. Enfin non, perdus de notre vue, c'est des parcours complexes. Pour ce qui est, effectivement, je suis d'accord aussi avec toi, les gens qui viennent chez nous. Enfin, nous, on a une proportion importante, effectivement, de migrants gays qui ne sont pas gays ailleurs.
Moi, j'ai vu des gens passer de l'hôpital au centre qui, à l'hôpital, étaient des hétéros sans sexualité et au centre, juste parce qu'ils étaient au centre, tout d'un coup, ils devenaient gays avec une sexualité. Dans une vie antérieure, on m'a aussi accusé d'avoir inventé le VIH chez les gays en Guyane quand j'y travaillais. Parce qu'avant que j'arrive, il n'y en avait pas. Sauf que moi, je le savais parce que je faisais partie de la communauté. Voilà. Donc, tout ça, c'est des trucs. Et je pense que déjà, l'affichage communautaire, il a quand même aussi cet avantage, c'est que des gens qui ne se sentent pas le droit d'être ce qu'ils sont dans un lieu identifié, à tort ou à raison d'ailleurs, comme hostile. Les gens ont toujours des bonnes raisons de penser qu'on va leur être hostile, surtout quand ils ont l'expérience de l'hostilité. Ça permet déjà ça. Maintenant, effectivement, il faut aller plus loin parce que faut qu'on les chope avant qu'ils aient fait déjà ce chemin et pour qu'on puisse avoir un rôle d'accompagnement là-dessus. Mais merci en tout cas d'avoir fait allusion à tout ça parce que c'est des discours qu'on n'entend pas assez souvent. On va prendre une dernière question. Bonjour, je vais apporter un petit témoignage. Donc, Muriel Grégoire, je suis psychiatre addictologue et j'ai eu la chance de rencontrer les gens du 190 il y a une dizaine d'années, il y a pile poil 10 ans en fait, et qui m'a fait rentrer en fait avec mon premier patient quand j'ai travaillé à Marmottan, qui se la même, et qui m'a dit je suis suivie au 190 et c'est Camille Fontaine qui m'avait envoyé un premier mail en me disant si vous pouvez se rencontrer. Donc voilà comment on a commencé à travailler ensemble. Après, moi, je voulais juste un témoignage par rapport là où je travaille aujourd'hui. Je m'occupe d'un XAPA à Aix-en-Provence. Je travaille aussi au spot de Marseille, où j'ai une consultation tous les mardis. Donc, je suis rentrée dans le communautaire et j'ai fini par aussi. Il y a quelqu'un qui a travaillé, bon, qui vient juste de partir parce que, bon, pour des histoires de vie, et travaillé dans le XAPA, qui est issu de la communauté. C'est un éducateur spécialisé qui a fait l'UAE au XAPA et qui avait travaillé longtemps à Aide. Et donc, tout cet apport qui permet aussi aux usagers de se sentir encore un peu plus en sécurité, comme j'ai entendu. Je pense qu'ils se sentaient en sécurité aussi déjà avant que cette personne vienne, parce que bon, j'ai un long parcours de travail avec eux, mais c'est vrai que ça rajoute, et je trouve ça aussi important de pouvoir rentrer le communautaire dans d'autres structures qui ne sont pas au départ. Après, quand j'entends communauté aussi, bon, moi, quand j'étais plus jeune, je connaissais bien la communauté techno, donc c'est une communauté aussi. Est-ce que ça donne aussi une espèce de sentir concerné, en fait, par toutes ces questions, où il y a un peu de minorité, où il y a des choses différentes. C'est vrai que je travaille beaucoup sur le KM16, donc sur les questions aussi produits. Mais voilà, il y a des choses, en tout cas, qui se croisent et et je me sens effectivement concernée. J'ai bien aimé votre façon de parler des gens concernés, en fait, de manière générale, quoi. Voilà, c'était pour ce témoignage. On termine là-dessus. Ouais, super. Merci beaucoup. Ouais.